Hey hey hey! J'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien. On se retrouve aujourd'hui pour un point lecture, le tout dernier point lecture du mois de mars. Je suis vraiment très contente parce que avant, il y a même pas un an de ça, c'était des vidéos qui restaient vraiment très ponctuelles et là j'arrive à faire de plus en plus de points lecture donc je suis ravie. D'ailleurs j'en ai encore un autre en préparation parce que j'ai encore réussi à lire d'autres livres. Mais bon, ça vous verrez ça la semaine prochaine ou les semaines futures en tout cas. Et du coup, dans ce point lecture, je vais vous présenter deux livres. Le premier, il s'agit du tome 1 de Brave Lands de Erin Hunter, Nouvelle Alliance chez Pocket Jeunesse. Et ensuite, on parlera du tome 6 des Royaumes de Feu, La Montagne de Jade de Tweed T. Sutherland chez Gallimard Jeunesse. Je vous propose qu'on ne tergiverse pas plus, c'est parti! Du coup, on commence avec Brave Lands, le tome 1, Nouvelle Alliance de Erin Hunter chez Pocket Jeunesse. Pour ceux qui ne connaissent pas, Erin Hunter, c'est celle, je crois que c'est un collectif d'auteurs même, qui écrivait La Guerre des Clans, qui est une des sagas que je lisais petite, que je n'ai jamais fini d'ailleurs parce qu'elle est tellement à rallonge que ça m'a gonflé. Celle-là aussi, apparemment, mais bon, c'est pas grave. On va se retrouver en plein cœur de la savane africaine, hein, vous pouvez le voir, avec des petits lions, des petits babouins et des petits éléphants. La savane africaine est régie par un code avec un C majuscule, et par une espèce de religion régie par le grand esprit, donc qui pourrait s'apparenter à Dieu avec un D majuscule, voilà. Nous, on va suivre Grand Cœur, donc qui est ce petit lionceau qui, suite à une attaque sur la tribu dans laquelle il vivait, se retrouve orphelin et à devoir fuir cette tribu car sinon il se fera tuer. En gros, sa tribu a été usurpée par l'ennemi et il va se faire tuer si jamais il la rejoint parce que c'est l'héritier de l'ancien qui pourra revendiquer en fait l'appartenance, enfin le gouvernement de la tribu, voilà. Donc il est obligé de fuir parce que sinon il va se faire tuer, c'est encore qu'un bébé lion donc il sait pas encore se battre et dans sa fuite il va se retrouver chez une horde de babouins qui vont le recueillir. Je vous l'accorde, c'est très bizarre dit comme ça, on dirait que j'ai fumé un truc. Mais voilà, il va se retrouver à vivre chez des babouins et il va faire ami-ami avec Épine, qui va devenir vraiment son meilleur ami. Épine est un jeune babouin qui, en gros, dans la tribu des babouins, pour vous expliquer sommairement, vous êtes censé passer 3 épreuves pour accéder aux sphères les plus hautes de leur société. Et lui, son but est de devenir à la tête des sphères les plus hautes pour pouvoir se marier avec sa crush, hein, clairement. Sauf que cette tribu va être secouée par plusieurs meurtres, enfin plusieurs morts qui en fait vont se révéler être des meurtres, notamment visés envers les chefs de la horde. Donc Grand Cœur et Épi vont se mettre à enquêter un petit peu pour savoir ce qui se passe. Et en contrepartie de ça, Grand Cœur va être rattrapé par son passé dans sa tribu de lions. Afin de surmonter toutes ces péripéties, ils vont aller rencontrer la mère vénérable, je vais y arriver. En gros, c'est un animal qui, par cycle, est possédé par le grand esprit et qui va répondre aux questions des animaux terrestres, donc des animaux de la terre, grâce à une espèce de spiritualité un peu divine. Et chaque année, en fait, c'est tombé sur un éléphant depuis quelques temps maintenant. Et chaque année, elle parcourt la savane avec les herbivores pour les ramener au point d'eau, vous savez, la migration, etc. Et donc ça donne lieu à un grand conseil où tous les animaux peuvent venir consulter la mère vénérable pour résoudre leurs problèmes. Et donc Grand Cœur et Épi vont se rendre au grand conseil pour consulter la mère vénérable et vont faire la connaissance de Céleste, qui est la petite fille de l'éléphant, enfin de la mère vénérable, mais qui, elle, va avoir des visions et pas grand monde va la croire en fait. Mais elle va avoir des visions comme quoi la savane est quelque peu en danger. Donc on va assister à la rencontre des trois et à un petit peu leur combat pour sauver la savane qui tombe de plus en plus, enfin qui tend à être en danger, clairement. C'était super dur à résumer, mais c'est un bébé livre jeunesse, vraiment il est minuscule, c'est écrit super gros et on n'a pas tant d'infos que ça au final vraiment concrètes sur l'univers. C'est un tome 1 d'une saga jeunesse, donc voilà. Alors pour moi c'était une relecture, j'avais lu ce livre il y a 3 ou 4 ans, quelque chose comme ça. Ça faisait hyper longtemps qu'il dormait dans ma palle et c'est le Cozy Book Challenge qui m'a donné envie de le lire, clairement, parce que du coup c'était pour une catégorie sur l'écriture de la nature sans l'intervention humaine. Il n'y a pas un seul humain dans ce livre. C'est pas comme La Guerre des Clans. La Guerre des Clans, on sait qu'il y a des chats domestiques et on les voit et on voit leur maître. Là, il n'y a aucune intervention humaine, vraiment, il n'y a pas de rangers, il
gardes champêtres ou que sais-je. Voilà, il y a vraiment que les animaux. Du coup, comme je vous disais, c'est une saga jeunesse et on le sent dans plusieurs passages, vraiment. Dans le sens où, en fait, il y a beaucoup de dialogues, on dirait des dessins animés. Du type, viens, Epi, nous allons aller jouer. Enfin, vous voyez ce genre de choses. On dirait vraiment qu'ils parlent comme dans les dessins animés, qui prennent un peu les enfants pour des teuteux, quoi. Donc, bon. Je l'ai légèrement plus senti qu'à l'époque, parce que maintenant, je pense que j'ai plus de recul à l'époque qu'à l'époque où j'ai lu ce livre, heureusement, même, pas malheureusement. Du coup, voilà, il y a quand même quelques passages où je me suis dit, c'est un peu... Enfin, il le conseille à partir de 8 ans, je crois. Mais même à partir de 8-9 ans, même moi, peut-être à l'époque, j'aurais dit, ouais, enfin, ça va, on n'est pas con, quoi. Vraiment, ils prennent un peu les gosses pour des abrutis, mais bon, c'est pas grave, je pense que c'est la traduction aussi qui fait ça. Moi, j'ai beaucoup adoré dans ce livre la mythologie autour du grand esprit, la mère vénérable. J'ai beaucoup aimé aussi le côté très politique, en fait, on va avoir le côté très politique chez les lions. Chez les babouins, on a clairement ce système de caste où en fait, plus tu vas réussir à faire des épreuves, plus tu vas augmenter dans la hiérarchie sociale. J'ai beaucoup aimé aussi même dans la hiérarchie, enfin le concept de conseil avec la mère vénérable et tous les problèmes politiques que ça engendre, c'était vraiment hyper intéressant et c'était hyper bien fait et vraiment c'est rare en fait de voir une mythologie pareille dans la savane. Même ce genre de thème où c'est des animaux de la savane qui clairement sont organisés comme des sociétés humaines. Hein. C'était vraiment hyper intéressant. J'ai beaucoup aimé aussi l'intrigue principale avec tous les complots politiques, les trahisons, les meurtres qui touchent les babouins, ce qui va toucher la tribu de Grand Cœur aussi, enfin l'ancienne du coup. Vraiment ça aussi c'était super intéressant et super bien fait. Je me suis pas ennuyée en lisant ce livre, clairement pas, je l'ai lu d'une traite, donc c'est que vraiment il m'a tenu en haleine de bout en bout. Et c'est pas parce que c'était du jeunesse qu'on s'ennuyait pour autant, c'est juste que l'intrigue est très embrouillée parce qu'on va suivre Céleste, en même temps Grand Cœur, en même temps Epi, et puis Grand Cœur il part parce qu'il doit aider sa tribu, enfin... En fait on suit tellement d'histoires convergentes en même temps que c'était un petit peu dur de vous faire un résumé qui aille vers la même chose, même si à la fin on se rend compte que ce résumé converge clairement vers une seule et même fin, entre guillemets. C'est pas du tout la fin étant donné qu'il y a 15 000 cycles dans cette saga, mais bon, c'est pas grave. Du coup, voilà, j'ai quand même bien aimé ce côté-là, la mythologie, même avec le grand esprit, etc. Elle n'est pas encore beaucoup exploitée, mais je pense que ça ne saurait tarder. Un de mes persos préférés, ça reste quand même Céleste, même si on la voit beaucoup moins. Elle a une candeur et une gentillesse qui est juste trop mimi, et puis ses visions... En fait, ces visions où pas grand monde la croit et tout le monde pense que c'est juste un simple rêve parce que les éléphants lambda, entre guillemets, sont pas censés avoir des visions, c'est censé être réservé à la mère vénérable. Donc tout le monde est un peu là en mode ouais, qu'est-ce que tu me chantes là, c'est quoi ce bordel? Et malgré ce que tout le monde lui dit, elle perd pas espoir qu'il y a vraiment un problème et que ces visions vont s'avérer vraies et que voilà, il faut absolument qu'elle trouve une solution pour pas que ses visions s'avèrent vraies. Et je l'ai trouvée tellement innocente et mimi tout plein. Même elle est innocente mais elle est pas bête. Candide c'est pas le mot du coup, mais elle est très innocente, c'est presque naïve, mais elle est pas bête pour autant quoi. Elle sait très bien que elle a conscience de la violence qui règne dans la savane parce que ils ont un code d'honneur, c'est tuer uniquement pour survivre. Les prédateurs sont en droit de tuer des animaux parce qu'ils doivent manger au bout d'un moment et voilà. C'est un peu la même histoire que le cycle de la vie dans le Roi Lion. Les carnivores tuent des animaux, des herbivores pour pouvoir manger, mais les carnivores quand ils vont être tués, ils vont revenir à la terre et donc ils vont faire pousser l'herbe qui nourrira les herbivores. Du coup voilà, j'ai beaucoup aimé aussi ce côté-là qui est un peu comme dans le Roi Lion, c'est vraiment on tue pour survivre et après quand nous on mourra, on reviendra à la terre pour faire pousser l'herbe. C'est un truc un peu universel dans tout ce que... Dans les romans et les films qui parlent de la nature, hein, le fait que les animaux sont ni mauvais ni bons, c'est juste qu'ils ont besoin de se nourrir et ils tuent pas pour tuer. Et voilà, c'est un truc qui revient souvent dans la littérature un petit peu naturelle, j'ai envie de dire. Donc j'ai beaucoup aimé là aussi, surtout que c'est bien développé avec le côté mythologique, c'est génial. Par contre la fin, cette espèce de cliffhanger... En fait, la fin, c'est un peu une explosion de tout ce qui s'est passé dans le roman. On va découvrir qui est le fameux meurtrier chez les babouins. On va découvrir pourquoi il a fait ça, et on est sur le cul, je peux vous le garantir. On va découvrir ce qui advient des visions de Céleste, et on va découvrir surtout ce qui advient de Grand Cœur et de la tribu qu'il est en train d'aider. Donc vraiment, à la fin, ils sont tous les trois séparés. Je vous l'ai dit, hein, c'est
Dans le résumé, c'est pas un spoil que de vous dire qu'au bout d'un moment, bah, il y a plein d'histoires différentes qui se séparent. Donc en fait, on a les 3 histoires des 3 personnages qui se sont déjà rencontrés, qui se connaissent. Mais du coup, on a les 3 histoires différentes qui en fait vont converger en une seule et même fin, où tout va exploser en apothéose. Ça me donne vraiment très envie de lire le tome 2, et le tome 2, il est juste là. Je l'avais acheté il y a des années maintenant. Quand j'avais lu celui-ci, en fait, je me suis rendue en librairie et j'ai acheté le tome 2, clairement. Je l'ai pas lu, hein. Vous vous en doutez, si je relis celui-là, c'est que j'ai pas lu le tome 2. La fin m'a quand même laissé sur ma faim, voilà, c'est un jeu de mots un peu facile, mais un peu marrant. Donc j'ai quand même hâte de lire le tome 2, mais on a quand même des conclusions, on va dire, de ce tome-là, parce qu'on sait qui est le meurtrier, on sait ce qui advient de Grand Cœur, on sait ce qui advient des visions, mais l'histoire principale est secouée par un nouveau truc. C'est en gros ce qui se passe à la fin, et vraiment ça me laisse... voilà. Ça me laisse cette envie. Bref. Du coup, on va passer au tome 6 des Royaumes de Feu de Tweet et Sutherland chez Gallimard Jeunesse. Alors c'est un tome 6, donc là pour faire le résumé ça va être très compliqué. Je vais vous résumer le tome 1 et je vais vite fait, vraiment très vite fait, vous expliquer de quoi ça parle, sinon vous n'allez pas comprendre. On est dans un monde, c'est une espèce d'archipel qui est divisé en plusieurs royaumes selon les espèces de dragons. Ces royaumes sont en guerre depuis des années maintenant, pour savoir qui montera sur le trône des ailes de sable, car la reine a été tuée par un charognard, donc nous, les petits humains, il y a de ça 20 ou 20 ans, quelque chose comme ça. Et étant donné qu'elle n'a pas été tuée par une de ses filles, ben on sait pas qui va monter sur le trône. Sachant qu'en plus de ça, c'est très très bien, mais c'est que des reines, il n'y a pas de rois. Les rois, c'est un peu les merdouilles, vous voyez, c'est genre... C'est le patriarcat inversé, c'est du matriarcat, clairement, ici. Hein. Mais en fait, c'est pas du matriarcat dans le sens où les hommes n'ont pas moins de droits que les mâles n'ont pas moins de droits que des femelles, mais c'est les femelles qui sont au pouvoir, dans tous les royaumes, il n'y a pas de mâles. D'ailleurs, les héritières, ce sont pas des héritiers, mais des héritières. On ne sait pas laquelle des 3 filles de la reine des ailes de sable va monter sur le trône, et donc elles se font la guerre depuis 20 ans maintenant, pour réussir à tuer les 2 autres et monter sur le trône. Nous, on va suivre 5 dragonnets qui, selon une prophétie, sont les dragonnets qui vont mettre fin à la guerre. Ils sont 5, donc je l'ai déjà dit. Aile de boue, aile de mer, aile de nuit, aile de pluie, aile de sable. Sauf que la prophétie, déjà il manque un dragon, enfin c'est pas le bon. L'aile de pluie devait être une aile de ciel. Et en plus de ça, dégage. Et en plus de ça, ils sont un peu bancals. Franchement, l'aile de sable, elle est un peu rachitique et en plus elle a pas le fameux aiguillon qui caractérise sa race. L'aile de nuit, il a peur de tout. L'aile de boue, il pense qu'à bouffer. L'aile de mer, elle est hyper agressive. Enfin bref. Vraiment, il y a rien qui va. Ils sont donc enfermés dans une grotte parce que beaucoup de gens veulent les tuer. Parce qu'en fait, soit les influencer en disant bah non mais choisis-moi parce que je suis la meilleure reine. Soit les buter en disant non mais j'ai pas besoin de dragonner pour savoir si je serai reine ou pas. Donc ils sont enfermés dans une grotte. Sauf qu'un jour, ils se sont dit tiens, et si on allait voir le monde extérieur ? Et de là que commence le premier cycle, ballotté entre tous les royaumes. On a vu quasiment tous les royaumes dans les précédents tomes. Et là, on se retrouve donc après le premier cycle, dans le tome 6. Les dragonnets ont créé une école dans la montagne de Jade, une école qui est ouverte à tous les dragons, de toutes les espèces possibles, ayant pour but de découvrir l'autre en fait. Et nous, on va suivre Lune Claire. Lune Claire est une aile de nuit. Et à la différence de ses congénères, elle n'a pas été élevée dans la nuit noire, elle a été élevée au clair de lune, c'est pour ça qu'elle s'appelle Lune Claire. Et il se pourrait qu'elle ait développé des capacités un petit peu surprenantes, de type télépathie, etc. Et elle le cache parce que clairement, elle n'est pas censée le raconter à tout le monde, sauf que ses pouvoirs vont l'amener dans des situations très cocasses dans cette nouvelle école. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à vous dire parce qu'après je vous spoil, donc on se calme. Du coup, nous sommes dans un nouveau cycle, on va rencontrer 5 nouveaux personnages, exactement à la façon du cycle 1, on va suivre un personnage par tome, et donc ils sont 5, donc il y a 5 tomes dans ce deuxième cycle. Je trouve ça très bien fait à chaque fois, c'est pas du tout artificiel. On sent qu'en fait ça crée un rythme en fait dans la saga, mais c'est loin d'être artificiel et c'est super bien fait. Vraiment le nouveau groupe qu'on va suivre, déjà il y a des nouvelles espèces, des nouveaux types de dragons qu'on n'a jamais suivis, entre guillemets, ou qu'on a très très peu vu dans la saga au final. Donc ça j'étais très 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 contente. Par exemple on va avoir un aile de glace. Voilà. On n'a pas encore vu d'aile de glace en soi. Ils ont tous des personnalités diamétralement opposées, mais on sent que c'est pas un copier-coller des personnages d'avant. C'est-à-dire que vraiment, il y a des mélanges, on sent qu'il y a des mélanges en fait
des personnalités des personnages d'avant, tel personnage va ressembler un peu à lui, mais c'est jamais des copier-coller de ah ben l'aile de nuit c'est l'aile de nuit d'avant et celui-là c'est celui-là d'avant. C'est pas des copier-coller et ça c'est vraiment super parce que les sagas qui réinventent des personnages qui ne sont pas des réinventions mais juste des personnages copier-coller des trucs d'avant, c'est pas ouf. Là c'est vraiment génial, ils ont tous leur propre personnalité, on sent qu'il y a une réinvention du personnage vraiment et donc je trouve ça super bien. Nous ici on suit Lune Claire, je l'aime beaucoup Lune Claire pour être très honnête avec vous, avoir été dans sa tête n'a pas été très dérangeant, elle est vraiment très gentille en soi, c'est vraiment ça, elle est là pour ses amis, elle est pas très à l'aise à l'idée de se faire des amis parce qu'elle a vécu toute sa vie toute seule, mais elle est quand même très heureuse d'avoir des amis, elle est très impliquée pour ces amis là, et elle est très impliquée pour la vie des autres en général. Je saurais pas vous en dire vraiment plus sur sa personnalité, le livre est pas énorme non plus, et ce qui la caractérise vraiment c'est qu'elle est là pour les autres en fait. Au final. C'est quelqu'un de solitaire, mais quand elle commence à découvrir l'amitié, etc., elle est vraiment là pour les autres et c'est hyper sympa. Alors, il y a un personnage que j'ai beaucoup aimé, dont je ne peux pas vous dire le nom, parce qu'en fait, on découvre qui c'est un des éléments principaux de l'intrigue, c'est de découvrir qui est cette personne, mais je l'ai beaucoup aimé. Voilà, je ne peux pas vous dire qui c'est, malheureusement, ce serait du gros spoil, et c'est vraiment dommage, parce que ça vaut le coup de le découvrir par soi-même. Mais voilà, je peux pas vous le dire, mais sachez que j'ai beaucoup aimé ce personnage-là. On en apprend aussi beaucoup plus sur l'histoire de certains clans tels que les Ailes de Nuit, parce que les Ailes de Nuit restent assez mystérieux au début de la saga, pour ceux qui ont commencé le tome 1 ou le tome 2. Les Ailes de Nuit sont très mystérieux, on en apprend plus dans le premier cycle, mais on en apprend encore plus dans ce livre-là, donc vraiment c'était super intéressant. Parce que c'est des aspects qu'on n'a pas vus. En fait, c'est vraiment, il y a deux... C'est ces deux aspects diamétralement opposés de l'histoire des Ailes de Nuit et j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant, ça m'a tenu en haleine tout le bouquin. L'intrigue principale aussi, pour vous expliquer globalement, l'intrigue principale dans l'école c'est que quelqu'un cherche à assassiner un dragon en particulier mais on n'arrive pas à savoir qui est l'assassin et qui il veut assassiner. Donc du coup ça va être un petit peu l'intrigue principale, c'est qui est en train de semer la pagaille dans l'école, clairement il commet des attentats et qui il cherche, enfin qui il vise en fait, c'est ça le truc. Et vraiment ça m'a tenu en haleine tout le bouquin. Alors la fin est un peu brouillon, donc c'est vrai que je pense qu'avant de commencer le tome 7, il faudra que je la relise parce que je l'ai lu très vite. En fait, dans ma soif de savoir, je l'ai lu tellement vite que j'ai pas tout compris je pense, mais bon, c'est pas grave. Mais vraiment, ça m'a vraiment tenu en haleine et la fin d'ailleurs nous laisse sur notre faim, encore une fois. C'est un peu le... comment on appelle ça ? C'est un peu le propre de quasiment tous les romans que j'ai lus dans les 2 prochains points de lecture, enfin celui-là et le prochain. Vous allez voir, à chaque fois je suis sur ma faim à la fin d'un roman. C'est un truc de malade. Chaque roman que j'ai lu, ça fait 4 là déjà, il nous laisse sur notre faim à la fin. C'est-à-dire qu'on a l'explosion, le boom et pouf, ça coupe. C'est terrible, c'est horrible, c'est affreux, je ne veux pas. C'est pour ça d'ailleurs que le tome 7 est en pile à lire et que je vais aller l'acheter très prochainement, voire cet après-midi. Je me tâte à y aller vraiment cet après-midi. Bref, mais du coup voilà, j'ai vraiment très hâte de lire la suite. La couverture est magnifique. Et vous pouvez le voir, c'est Lune Claire, hein. Elle est beaucoup plus claire que les Ailes de Nuit normaux. Les Ailes de Nuit sont vraiment noires quoi, enfin noires comme le micro. Et elle est vraiment argentée. Et je trouve ça magnifique. Du coup voilà, vraiment ce premier cycle s'annonce très prometteur. J'ai vraiment hâte de lire la suite. Et d'ailleurs je pense que la suite sera ma prochaine lecture pour être très honnête avec vous. Vous le savez, c'est une saga chouchou depuis que je suis toute petite. Voilà, je continue cette saga avec pas grand plaisir dans le sens où voilà, je continue cette saga. Mais vraiment, j'ai tellement hâte d'avoir la suite et je pense très sincèrement que d'ici le mois de décembre, le cycle 2 sera terminé. Parce que vu la vitesse à laquelle je vais, je lis quasiment un tome par mois. Il y en a que 15 hein, au final et je suis déjà au tome 6. Donc je pense que d'ici 2026, la saga peut être terminée. Même si je finis la saga, il me restera quand même du grain à moudre. Et j'ai vu qu'il y a une nouvelle saga spin-off qui va sortir en rapport avec celle-là, mais c'est encore autre chose. Donc même si je finis cette saga... j'ai encore du rab. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'a pas été trop longue. Après, je me suis un peu embrouillée sur les résumés, mais c'était très dur de vous résumer un livre jeunesse avec 3 histoires différentes et de vous résumer aussi un tome 6, c'est assez compliqué. Donc j'espère que j'ai fait au mieux pour votre compréhension.
Du coup, moi je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de passer de très bonnes vacances. Là on est en plein dedans pour la zone B, bientôt les autres zones, on le sait. Pour les examens, par exemple, il y a bientôt le concours de l'ENS, je sais qu'il va commencer, et pour le travail, les cours, bref, de passer de très bons moments, ayez de très bonnes lectures, et je vous fais plein de bisous. Ciao!